Bon, bah super. Alors ce soir, on va donc aborder l'analyse transactionnelle dans le cadre de notre séminaire. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Et puis, vous tous. Alors, qui parmi vous ne connaît pas du tout l'analyse transactionnelle? Là, qui ne connaissent pas du tout? Toi? Jamais? Les autres? Un peu? C'est quoi, des livres? Ouais. Des choses comme ça. Alors, analyse transactionnelle, ça vient de analyse des transactions. Transactions, c'est donc tous les échanges qu'on peut avoir, bien sûr au niveau verbal, mais surtout, on va le voir aussi au niveau non verbal. Ces échanges, ces transactions, elles peuvent se situer de moi à moi et de moi à l'environnement. Donc, l'analyse transactionnelle, ça vient à l'origine d'un homme qui s'appelle Eric Berne et qui avait pour projet, en fait, au départ, lui qui accompagnait pas mal de gens, puisqu'on est là, à la différence de la PNL, on est dans une culture plutôt analytique. Autant la PNL est dans le comment définir un objectif, comment mobiliser des états ressources, comment se réaccorder, par exemple, dans un processus de gestion de conflit, etc. La T, on est plus dans comprendre ce qui se joue en termes de mécanique. Et donc, on a des éclairages qui sont extrêmement intéressants. Moi-même, j'ai été formé au départ à l'analyse fractionnelle bien avant la PNL. Et c'est un outil que j'ai longtemps utilisé dans de nombreuses interventions, notamment beaucoup dans le monde de l'entreprise. Et je trouve que ça a une richesse extrêmement complémentaire à la PNL. Voilà, c'est plus intellectuel puisque ça présente des concepts en fait, mais qui sont très éclairants. Et vous allez voir d'ailleurs, il y a pas mal de choses qu'on retrouve aussi en PNL, sur lesquelles on peut faire des liens. Moi je trouve que c'est vraiment un complément intéressant pour les personnes qui s'intéressent à la connaissance de soi, à la communication avec les autres, au développement personnel. C'est très éclairant, vous allez voir. Alors, il faut savoir que moi, je vais faire un tour d'horizon rapide avec 8 concepts là, que je propose de faire ressortir parmi l'ensemble des concepts de la T, qui sont les plus connus. On va parler des signes de reconnaissance. Donc, c'est tout ce qui a trait au mode de reconnaissance. Et on va voir l'impact qu'ont ces marques d'attention justement sur notre développement. Ensuite, on verra qu'en fonction des marques d'attention qu'on a, conditionnelles ou inconditionnelles, on va voir comment se constituent ce qu'on appelle les mini-scénarios. Les mini-scénarios, c'est la manière dont je vais agir dans la vie pour parfois réussir ou parfois ne pas réussir. Par exemple, vous savez, c'est les messages de type « fais plaisir »,« dépêche-toi »,« sois fort »,« sois parfait »,« fais des efforts », etc. Donc, je vais vous développer ça et on va voir quel lien ça a justement avec les marques d'attention. Et puis, on a d'autres formes de marques d'attention que je vais vous décrire et qui, elles, vont plutôt influencer le scénario. Donc le mini-scénario, on pourrait dire c'est la boucle, c'est comme s'il y avait une boucle comme ça qui m'amenait dans une direction. Et la direction, c'est le scénario. Et là, Berne nous propose un scénario soit gagnant, soit non gagnant, soit perdant. Donc on va le développer ensemble. Et puis pour évoluer à travers le temps, eh bien, je vais faire appel à différentes parties de moi, notamment qu'on va voir à travers les états du moi. On parlera de la partie enfant qui est plus émotionnelle, de la partie parent qui concerne en fait tout ce que j'ai un peu appris, et puis la partie qui est entre les deux, qu'on appelle l'adulte. Et on va voir ensemble comment ces états du moi, qui font appel à des sous-états du moi, en fait nous les avons tous, et on va pouvoir les utiliser parfois à bon escient et parfois un peu de travers, et c'est ce qui va parfois soit nous causer des difficultés, soit au contraire nous aider. Et donc, quand deux états du moi se rencontrent, dit autrement deux personnes se rencontrent, eh bien il y a des transactions, non seulement avec soi-même, je le disais tout à l'heure, mais aussi avec son environnement. Et on verra qu'il y a différents types de transactions. Il y a des transactions qu'on dit parallèles ou complémentaires qui, au fond, facilitent la relation. On verra ensemble aussi les transactions de type croisé, voire des transactions à double fond, voire des transactions fuyantes. Et vous allez voir, c'est un éclairage assez intéressant pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a des moments où on est en phase et parfois on est très vite en déphasage. Et on verra justement que quand on part en travers dans la relation, quand on n'est pas en phase, eh bien, ça entraîne des difficultés relationnelles, dit autrement des difficultés émotionnelles, et qui, à travers ces émotions difficiles, vont générer des comportements, on va voir, de fuite ou d'attaque, qu'on peut expliquer à travers les jeux psychologiques. Ces fameux jeux psychologiques qui sont ces postures de victime, de persécuteur ou de sauveteur. On verra qu'il y a 4 niveaux d'intensité dans ces jeux psychologiques que nous avons tous les jours, et on verra comment en sortir. Et notamment, pour comprendre ce qui se joue au niveau psychologique, je vous ferai un espace, et on le verra à travers la structuration du temps, pour comprendre en fait les différents niveaux d'intensité de relation dans lesquels on peut être, que ce soit en groupe, ici, ou dans sa famille, ou dans la société, etc. On ira de
des transactions les plus pauvres, qu'on appelle le retrait, choisi ou pas choisi, jusqu'à l'intimité. Et on verra qu'il y a une échelle comme ça d'intensité. Et on passera évidemment par les jeux psychologiques, ce qui nous indiquera aussi quoi faire pour sortir des jeux psychologiques. Et on finira par les positions de vie. Voilà qu'il y a 4 positions de vie fondamentales, qui ont été complétées d'ailleurs à l'époque par 2 complémentaires. Voilà, je reviendrai là-dessus. Mais vous savez, c'est là où on parle des plus, moins, moins, plus, moins, moins ou plus, plus, hein, qui sont des positions à la fois de transition qu'on a, mais aussi de positionnement qu'on peut avoir entre soi et l'environnement. D'accord ? Voilà, puis quand on aura fini tout ça, je pense qu'il sera largement l'heure de terminer. Voilà un petit peu le sommaire. C'est bon ? Alors, les signes de reconnaissance. Si on commence par là, pour bien comprendre ce qui se joue, vous savez qu'on l'a vu en PNL, à quel point les marques d'attention dans lesquelles nous sommes vont générer à la fois des sentiments et par conséquent des comportements, des croyances, etc. Donc ces marques d'attention, depuis notre plus tendre enfance, on en reçoit sur différents plans. Hein, par exemple, sur le plan physique, matériel. Si par exemple je vais grandir dans un environnement où il y a beaucoup d'argent, où les gens sont plutôt en forme, ils font attention à leur santé, voilà, j'ai l'habitude d'avoir une certaine richesse, eh bien je vais créer encore une fois des sentiments de bien-être ou de mal-être à l'égard de ces formes de marque d'attention, de reconnaissance. Donc je vais être plus ou moins bien ou pas bien en fonction de ça. Par exemple, si je suis très à l'aise avec l'argent, parce que dans ma famille, l'argent est une chose tout à fait positive, c'est pas du tout la même chose que si mes parents se sont fortement accrochés pour des problèmes d'argent, des choses comme ça. Vous voyez, je ne vais pas garder les mêmes rapports sentimentaux, si je puis dire, c'est-à-dire les mêmes sentiments, les mêmes croyances, et donc du coup, les mêmes comportements. Si je suis dans une famille où, par exemple, on a appris à se nourrir correctement, à faire du sport, etc., ou si je grandis dans un environnement où les gens ne font absolument pas attention à ce qu'ils mangent, on mange n'importe comment, vous êtes d'accord que je ne reçois pas les mêmes messages. Et donc, du coup, eh bien, je ne développe pas les mêmes habitudes, les mêmes sentiments par rapport aux choses. D'accord ? Même chose sur un plan affectif, qui est un deuxième plan. Là, on avait le plan physique, matériel, financier. Un deuxième plan que je vous propose, c'est le plan, par exemple, affectif. Si je grandis dans une famille où les gens se font beaucoup de câlins, se parlent d'amour, etc., pour moi, c'est tout à fait naturel d'être dans l'amour, d'exprimer des sentiments. Si maintenant je suis dans un environnement où au contraire les gens sont beaucoup plus dans le reproche, la critique, où on ne se touche pas, etc., du coup je grandis avec une autre culture. C'est ni mieux ni moins bien, enfin après on peut toujours discuter là-dessus, mais la réalité c'est que je n'imprime pas les mêmes impressions, les mêmes ressentis, etc. Donc je vais accepter ou penser que c'est bien d'exprimer ses émotions ou pas, en fonction bien sûr des habitudes que j'ai créées. Vous comprenez ? Voilà, donc ça va créer des... Voilà. Sur le plan intellectuel, par exemple, ça c'est le troisième plan. Si par exemple j'ai des parents qui m'ont beaucoup posé de questions, etc., du coup j'ai développé une conscience, une croyance, des sentiments que je pouvais tout à fait être intelligent et répondre aux questions. Mais si à chaque fois que j'ai voulu m'exprimer avec la voisine, maman m'a arrêté et a terminé à ma place, même si elle était dans une intention positive, la réalité c'est que moi j'ai fini par croire intérieurement qu'heureusement que maman était là pour finir, vous comprenez ? Du coup, je vais plutôt développer ici des sentiments d'insécurité, d'incapacité. Vous comprenez ? Donc plus, moins. Donc c'est pour comprendre que vraiment les marques d'attention, c'est quelque chose de très puissant. Bien sûr, on en reçoit sur le plan plus large, spirituel, identitaire et onirique, etc. Donc tout ça pour vous dire qu'en fonction des marques d'attention que reçoit une personne, elle va donc prendre, évidemment préconsciemment et inconsciemment, des décisions de se sentir bien ou pas bien. Vous me suivez sur le processus ? Oui. Ce qui veut dire que, en fait, on va trouver donc du coup 2 grandes marques d'attention, soit des positives, on va les dire positives parce qu'elles vont contribuer à mon développement, c'est-à-dire à mon bien-être et à ma capacité à me développer. D'accord ? Dit autrement, je vais développer du bien-être, de la confiance, du sentiment d'être important, d'être à l'écoute de moi-même parce qu'on a pris le temps de m'écouter sur un plan inconditionnel, etc. Et du coup, en même temps, je vais développer, parce qu'on m'a valorisé dans ma manière de dessiner, ma manière de faire du sport, du coup, je vais prendre confiance en moi. Par exemple, moi, je me souviens que j'avais 7-8 ans à peu près, un jour, j'avais eu un message de mon professeur de gym, je n'avais pas du tout compris le message d'ailleurs, où il y avait marqué « Force de la nature ». Et quand j'ai donné le carnet à mon père, je m'en souviens très bien, il a fait tout le tour des pages, il n'a rien dit sur le sport. Et au bout d'un moment, comme j'étais intrigué,
J'attendais de regarder sa tête pour savoir un peu comment il allait réagir. Mais comme il n'a rien dit, du coup, je lui ai dit, ça veut dire quoi, papa? Force de la nature. Moi, je ne savais pas si ça voulait dire que j'avais du caractère, je dérangeais, etc. Il m'a dit, non, ça veut dire que ton prof reconnaît que, évidemment, tu as du potentiel dans le sport. Et moi, je me souviens, du haut de mes 6-7 ans, je revois le prof, et là, je me dis, waouh, pour qu'il ait écrit ça sur le truc, c'est que du coup, je dois être bon, quoi, en fait, en quelque sorte. Vous comprenez? Et je me souviens très bien de ce jour-là. Et quand je suis revenu en salle de sport, j'ai senti que c'était quelque chose qui m'excitait beaucoup. Vous comprenez? J'en ai eu d'autres. Hein. Par exemple, je me souviens quand j'avais... j'étais pas très bon en 5e, je crois que je faisais pour la 2e fois ma 5e. Et un jour, je suis sollicité pour aller voir la dame d'orientation, la conseillère d'orientation. Pour moi, il y avait Dieu et puis la conseillère d'orientation. Et quand j'y suis allé, j'étais très impressionné. Alors à la fois, j'attendais ce jour parce que je voulais vraiment savoir ce que j'allais devenir, parce que vraiment, pour moi, c'était la grande spécialiste. Et je me souviens, j'arrivais, j'étais un peu tremblant. J'ouvre la porte, comme ça, elle est là avec ses lunettes, ses petites chaînes. Elle me dit, c'est vous, Paul? Alors, je dis, oui, c'est vous. Enfin, vous voyez, du haut, mais j'étais pas très... Et c'est important de prendre en compte ça, parce que comme moi-même, je n'étais pas dans un sentiment très valorisant me concernant, et face à ce géant, pour moi, c'était... Voilà, je ne savais pas ce qui allait se passer, quoi. Et je vous assure, hein, il y avait Dieu et la femme d'orientation. Et donc, je suis là sur ma petite chaise, et puis elle regarde mes notes, comme ça, je me souviens encore des chaînes avec et elle me dit, bon, tu veux faire quoi plus tard? Comme ça. Et moi, je lui réponds, j'ai rêvé de ça quand j'étais môme, je voudrais être pilote. Et à ce moment-là, c'est qu'elle me répond. Mais tu penses que c'est avec ces notes-là que tu vas être pilote? Mais il faut travailler pour ça. Et vous savez ce qui s'est passé dans ma tête? Elle n'avait pas d'intention de nuire, évidemment. Maintenant que je vois ça. Mais moi, petit bonhomme que j'étais, face à ça, comme je n'étais pas dans la sécurité, je me suis dit, bon, je ferai autre chose. C'est pas pour moi. Et je vous assure, ce jour-là, j'ai lâché ce rêve. Ça veut dire que j'ai pris une décision qui était liée à mon sentiment. Imaginez qu'à ce moment-là, elle me dise, waouh! Mais c'est génial que tu as envie de faire ça. Imaginez le petit bonhomme. Juste après Dieu. Imaginez à ce moment-là la force qu'aurait eu la considération si à un moment elle me dit, mais tu sais maintenant, si tu veux aller là-bas, c'est très simple, il faut que tu comprennes à quoi ça va te servir demain d'être en maths et d'être bon. Parce que tu as besoin de ça, d'apprendre le français, de parler l'anglais. Tout ça, tu vas le découvrir dans les années qui vont venir. Et il faut absolument que tu t'entraînes dès maintenant. Parce que c'est les acquis que tu vas avoir maintenant qui vont servir. Et là, imaginez bien que ça aurait donné un sens complètement différent à mon terrain scolaire, alors que moi, je ne voyais même pas le bout de l'année à ce moment-là, parce que ça n'avait pas de sens. Vous comprenez? Autant j'étais mauvais quand j'étais à l'école, au lycée, mais autant après, quand j'ai commencé à faire des formations en parallèle pour devenir maître nageur, machin, etc., j'ai une capacité d'apprentissage et d'intégration qui était dingue. Pourquoi? Parce que j'étais animé, évidemment, d'un désir. Donc, il faut vraiment sentir à quel point les états émotionnels que nous vivons, et vous les avez vécus en pleine absolue, les cercles de considération. Tu sais, quand on se met en cercle comme ça, que A considère B, et ainsi de suite, on fait ça pendant 15-20 minutes, et il se passe vraiment des trucs forts. Les gens sont en lien, ils voient des possibilités, ils se reconnaissent, ils pleurent de joie. Par contre, si on avait fait l'inverse, et qu'on leur avait dit, vous êtes tous, vous voyez, qu'on avait orienté sur le négatif, évidemment qu'on n'aurait pas du tout le même type de spirale. Donc ça, c'est un point très important. Et si je le mets en un, ce qui n'est pas toujours le cas quand on fait de l'AT, de mettre le marque d'attention, les signes en collection, c'est parce que pour moi, c'est la base. C'est vraiment la base. C'est ce qui va influencer énormément de développement. Alors, on va l'influencer sur deux terrains. Il y a ce qu'on appelle le terrain, que vous avez vu d'ailleurs en PNL, qu'on appelle le terrain inconditionnel. Inconditionnel, c'est lié à l'être. D'accord? C'est soit ce que je suis, l'être, ou ce que vous me dites que je suis. Par exemple, vous allez me dire, tiens, Polo, il est sympa, il a une belle présence, il est ouvert, il est intelligent, il est je sais pas quoi. Ça me renvoie à mon être. Mais c'est aussi lié à ce que je partage, ce que je donne. Ce que je donne en termes de présence, par exemple. Ah tiens, il est soutenant, il est aidant, il est chouette, machin, etc. Et puis il y a des moments où, évidemment, dans ma vie, je vais être valorisé, non pas sur ce que je suis, mais sur ce que je fais, ou ce que j'ai. Ah tiens, Paul, il a une belle voiture, tiens, il a une grosse compétence, machin. Et donc du coup, je peux me sentir reconnu aussi par ce que j'ai acquis. Et c'est vrai pour tout le monde, ça. Et d'ailleurs, dans notre société, c'est un terrain qui est, je parle en Occident, extrêmement valorisé, le faire et la voix. Donc le faire et la voix. Alors, ça c'est du conditionnel, et ça c'est de l'inconditionnel. D'accord? Et on va voir que ces marques d'attention, elles touchent vraiment deux niveaux différents. L'inconditionnel, c'est ce qui va vous conduire tout droit vers le bonheur. Pourquoi?
Parce que quand vous êtes reconnu en tant que personne, ça commence par de l'écoute. Par exemple, on n'est pas d'accord ensemble. Voilà. Et puis, le fait qu'on ne soit pas d'accord, je prends quand même le temps d'écouter ce que vous dites, de reconnaître, de savoir qu'est-ce qui se passe. Tu es devant la télé en train de jouer, je te dis va te coucher, l'éteins la télé, va te coucher, tu me dis non. Au lieu de te dire mais si, tu vas y aller tout de suite, je dis attends, qu'est-ce qui se passe? Quand tu dis non, qu'est-ce que tu veux dire? Voilà, je vais prendre en compte en fait ce que vous vivez. Ce qui ne veut pas dire qu'après je vais lâcher sur ma règle. Mais là, je suis dans la prise en compte du vécu de la personne. Vous voyez, de ce qu'elle est. Et plus vous allez valoriser un enfant, un adolescent ou un adulte sur l'être, plus du coup, vous allez ouvrir son champ de potentiel. Moins il sera reconnu, plus il y a de chances qu'il ne se sente pas important, dévalorisé, etc. Et vous verrez que plus on grandit dans l'être, plus en fait on prend conscience de nos importants, de nos systèmes de valeurs, etc. Pourquoi? Parce qu'on commence à mettre de l'importance vis-à-vis de soi, vis-à-vis de valeurs comme par exemple se sentir bien, heureux, partager, échanger dans le respect, etc. D'accord? Ça, c'est ce qui va se nourrir. Et puis quand vous n'êtes pas bien dans la vie, d'accord, eh ben parce que vous n'êtes pas écouté, etc., vous avez le sentiment que votre vie ne répond pas à vos aspirations, ben vous avez des vides. D'accord? Et là, on va voir que ces vides, ils vont plutôt nous entraîner vers de la perte. D'accord? Donc là, c'est pour faire le parallèle à ce qu'on voit en PNL. Et puis, au-delà de ce que vous êtes, il y a bien sûr ce que vous faites et ce que vous avez. Par exemple, ben, j'ai des compétences. Par exemple, toi, tu es kiné. Ben, tu as développé des compétences. Et pour avoir ce titre, il a fallu que tu fasses des choses et que tu les aies. Si évidemment, tu as été valorisé dans ta faculté à le faire, parce que les gens te disent « Waouh, c'est génial, une séance avec toi, ça m'a transformé la vie ». Et toi, tu as l'impression que ben, du coup, ça va nourrir à la fois ton être, mais aussi la stimulation que tu as à faire les choses. Si maintenant, à chaque fois que tu es allé faire tes trucs, on t'est critiqué, on t'a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, arrête, c'est nul, bah, il y a forte chance que tu abandonnes. Oui ou non? Voilà. Alors, en matière de marque d'attention, quand vous êtes dans l'inconditionnel, on touche la dimension d'être, c'est là où il y a le plus gros potentiel chez une personne. Et un potentiel est énorme, hein. C'est pas parce qu'il n'est pas manifesté. Par exemple, tout le monde ici dans cette pièce a un potentiel de fou pour jouer au tennis. Mais il n'est pas forcément révélé, parce que pour qu'il soit révélé, il faut faire des choses, il faut s'entraîner. Vous avez tous un potentiel pour gagner de l'argent, mais ce n'est pas parce que vous avez juste envie d'en gagner que ça va le faire, c'est parce que vous allez intégrer des stratégies. C'est comme la cuisine, faire des pizzas, jouer de la musique, quoi que ce soit. Il faut intégrer des savoir-faire. En ce moment, vous êtes en intégration de techniques de transformation, notamment avec la PNL. Et ben, vous êtes en train d'intégrer des processus, et puis plus vous avancez, plus ces processus se complètent, s'ajustent, s'affinent, etc. Donc vous êtes en train d'acquérir des savoir-faire qui vont vous permettre d'obtenir des avoirs. Par exemple, régler un problème, comme on l'a vu tout à l'heure, voilà, d'angoisse qui était là en arrière-plan depuis 20 ans, sur une situation, un accident de la route notamment, etc. Donc on voit comment on peut transformer. Mais je peux obtenir ça parce que j'ai acquis un savoir-faire. D'accord? Ça, c'est du métier, c'est du savoir-faire. Donc là, on est dans des valeurs de moyens. D'accord? Et là, on est dans des valeurs de finalité d'être. Hein, pour faire le parallèle avec ce qu'on voit en PNL. Alors, maintenant, ces marques d'attention. On dit qu'elles vont orienter deux mondes. Soit le mini-scénario, soit le scénario. Je disais donc que le mini-scénario, c'est la forme avec laquelle je vais évoluer. Et là, l'analyse fractionnelle, alors il y a plein d'autres approches qui mettent toujours comme ça des modalités différentes de fonctionnement. Si je prends l'énéagramme, le 1, le 2, le 3, le 4, le 9. Mais la T en met 5 en avant que je trouve particulièrement intéressant. Le premier, alors ils n'ont pas d'ordre, hein, c'est pour vous donner des exemples, il s'appelle par exemple « Fais plaisir ». Donc « Fais plaisir », c'est l'idée qu'au fond, quand je fais plaisir, quand je prends soin des autres, etc., eh bien, je suis quelqu'un de mieux. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans un environnement. Alors, soit on me l'a montré, soit on me l'a dit, soit je sais pas quoi, soit on m'a valorisé. Par exemple, imaginez qu'un enfant, à chaque fois que sa maman lui dit « Ah, t'as été gentil, tu n'as rien dit. Ah, tu as donné la plus grosse part à ton petit frère. » Ah, etc. Alors, si en plus de ça, maman fonctionne sur ce mode-là, l'enfant repère bien comment il a intérêt à s'y prendre dans la vie pour, au fond, être aimé. Comme on est tous en quête d'amour, eh bien, vous comprenez que plus je suis dans la sécurité, plus je vais développer la croyance que c'est en faisant comme ça que je vais finalement être aimé. D'accord? Et donc, dans le mini-scénario, il y a à la fois du positif, ce qui est moins positif, ce qui est négatif, c'est l'excès. Par exemple, faire plaisir, ça apporte des tas de qualités dans la vie. Mais là où c'est excessif, c'est là où le bas blesse, c'est quand je crois que pour exister et être aimé, il faut que je fasse plaisir. Vous voyez, il y a une contrainte. Et donc, du coup, je crois, c'est inscrit dans ma psyché, que pour être bien aux yeux des autres,
il faut que je leur fasse plaisir. Donc imaginez que quelqu'un soit là-dedans, est-ce que c'est facile de dire non? Ben, c'est compliqué, parce que dans mon système, je crois que c'est toujours mieux de s'occuper des autres, etc. Alors, si c'est conscient, on peut le corriger, mais si c'est pas conscient, on vit avec cette croyance-là. Donc, si je crois que pour être aimé, il faut que je fasse plaisir, ben, le sous-entendu, c'est que je ne suis pas aimable. Ça se paye d'être aimé. Ça se paye comment? En faisant plaisir. Fait plaisir. Donc, voilà. Alors ça, c'est ce repère, par exemple. Un autre scénario, enfin mini-scénario qu'on va voir, c'est par exemple, sois fort. Sois fort. Moi, par exemple, j'ai grandi, bon, j'ai fait face à des difficultés, tout ça. Il a fallu que je me batte, vraiment. J'ai eu très très peur de l'eau. Je suis devenu, bon, j'ai d'abord fait un surveillant de baignade, puis après j'ai fait ce qu'on appelle un BNSSA, puis après j'ai fait un maître nageur. Il a fallu vraiment que j'aille me chercher, parce que j'avais vraiment très très peur de l'eau. Et après, je me suis défoncé, parce que je nageais comme une tuile, donc pour arriver à... Et heureusement que j'avais sois fort, c'est-à-dire ne craque pas. Et je me suis vraiment fait mal. Hein, c'est-à-dire, je faisais du sport tous les matins, je me défonçais. Bon, et pourquoi? Parce que je pense que j'avais aussi des petits problèmes d'amour dans la vie, et que c'était le moyen pour moi d'exister. D'accord? En plus de ça, je me disais que le plus beau métier, c'était d'aider les autres, et que plus je les aidais dans une situation de danger important, c'était mon scénario. Et pour ça, j'ai tout cramé. Hein. Je suis défoncé. J'étais capable de faire des trucs de fou. Donc ça, c'est mon soi fort qui m'a aidé. Le problème, à côté de ça, c'est qu'il était tellement excessif que j'étais beaucoup coupé de mes émotions. J'étais tellement coupé de mes émotions, vous savez, j'avais même des kystes qui commençaient à se former là dans le ventre. J'étais complètement blindé. Et au fond, j'étais face à une émotion comme une poule devant un couteau. Tu me demandais comment ça va, c'était soit bien, soit pas bien. Mais commencer à te parler de ce que je ressentais, j'avais même pas de vocabulaire là-dessus. Dire à quelqu'un que je l'aimais, notamment dans mes transactions féminines, enfin avec le monde féminin, c'était un peu catastrophique. Bon, donc ça m'a servi, mais ça m'a aussi, de l'autre côté, desservi. Et quand j'ai commencé à faire du développement personnel, j'ai perdu ma maman, moi, quand j'avais 12 ans, hein, donc ça m'a aidé aussi à traverser des trucs un peu compliqués. Mais je n'ai pas perdu, je ne me souviens pas avoir versé une larme entre 13 ans et 19 ans. Et ce n'est que dans un stage, notamment de Gestalt thérapie, tout ça, où on m'a reconnecté un petit peu à cette souffrance, etc. Et donc là, je me suis, là, pour le coup, franchement libéré, etc. etc. Bon. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'il y avait c'est pour donner des exemples hein, de scénarios où je m'étais complètement figé, en fait. Voilà. Donc, c'est à la fois du positif, mais en même temps, ça peut avoir du négatif. Fait effort, on a parlé du fait plaisir, du soi fort. Après, je vous ai parlé un troisième que vous connaissez, je vais le dire. Sois parfait. Le fait bien, ça veut dire sois parfait. Sois parfait. Sois parfait, c'est l'idée que si tu es parfait, alors tu es top. C'est un grand frein d'ailleurs au fait de se lancer dans des nouvelles activités. Alors il y a des contre-scénarios, il y a des contre-messages. Hein, par exemple, le fait plaisir, on va dire occupe-toi de toi en fait. Sois attentif à toi et tes besoins. Sois fort, accepte de lâcher prise, de détendre, d'être sensible, etc. Sois parfait, accepte de faire des erreurs en fait. Tu as le droit à l'erreur. Hein. Donc vive des actions imparfaites. D'accord ? Mais si j'ai un gros sois parfait, vous pensez bien que j'ai une exigence très élevée et je crois toujours que je ne suis jamais assez parfait pour au fond être aimé. Donc est-ce que vous pensez que si j'arrive dans une soirée comme ça, personne dedans, je vais commencer à danser au milieu de la salle? Non. Parce que le regard des autres est très important. Donc dès que j'ai un pli ou un truc qui ne va pas, vous voyez, c'est tellement important d'être parfait. Voilà. Donc on a une espèce de surexigence. Et vous comprenez bien qu'à chaque fois, c'est des scénarios qui nous enferment, qui nous écrasent, vous voyez, dans notre modalité. Et qui du coup nous coupent de la capacité à se reconnaître comme étant aimé, j'ai presque envie de dire gratuitement, inconditionnellement. Donc on a le soi parfait. Vous avez quoi encore? Quoi c'est d'autre? Fais plaisir. Fais vite. Sois fort. Fais vite. Alors on dit dépêche-toi. Le fais vite. Ça s'appelle dépêche-toi. Ce qui est intéressant au fil des ans, c'est qu'on entend des messages. En athée, on appelle ça le dépêche-toi. Mais ça veut dire la même chose. Dépêche-toi. C'est l'idée. Ça, c'est un mystère que j'ai beaucoup, moi. Le dépêche-toi. C'est l'idée parfois que plus je vais vite, mieux c'est. Et si je me laisse emballer là-dessus, je vais me sentir en stress parce que, par exemple, quelqu'un est en train de me suivre et que, évidemment, je pense que je ne vais pas assez vite. Moi, je me laisse très souvent surprendre avec ce truc-là en ville, parce que j'aime bien rouler vite. Et si quelqu'un me colle derrière moi, j'ai toujours l'idée que je suis en train de l'empêcher d'avancer.
Et plusieurs fois, je me suis surpris comme ça. Je suis dans la foule, j'attends, et si quelqu'un n'avance pas, je dis, tiens, il y a d'autres qui attendent derrière. Comme si tout le monde... Mais je vois bien que dans mon scénario, en fait, je suis attaché au besoin d'aller vite. Et par contre, ça a des tas d'avantages. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand je descends, même si j'arrive le dernier, je suis le premier à... Pourquoi? Parce que j'ai anticipé avant même d'arriver sur le parking où était la place. Parce qu'un dépêche-toi, quand il est... Il a développé des stratégies. Oui, il anticipe. C'est-à-dire 3 feux avant, il sait exactement où il va se placer, quelle est la voiture, il a identifié celui qui allait démarrer le plus vite. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il aime aller vite. Alors, quand on est dans le plaisir de faire plaisir, d'être fort, c'est un plaisir. D'être parfait, c'est un plaisir. D'aller vite, ça c'est top. Là où le bas blesse, c'est quand je crois qu'il faut que j'aille vite pour finalement me sentir aimé. Ça veut dire que si je n'avance pas plus vite, je pense que les autres m'imaginent comme quelqu'un de pas bien. Ça, c'est embêtant. Et donc, du coup, je rentre dans un stress. Je ne vais pas assez vite, donc je cours de plus en plus vite pour finalement avancer de moins en moins vite. Je vais d'une chose à l'autre. Enfin, si on décortiquait le mini-scénario, on pourrait à peu près passer 1 heure, 2 heures sans trop répéter les mêmes choses, parce qu'il y a beaucoup d'informations. C'est un peu comme l'énéagramme avec les profils. Donc, le dépêche-toi, c'est cette idée que plus je vais vite, plus, etc., mieux c'est. Donc à la fois ça va développer des facultés, et en même temps, si c'est la peur, la croyance au fond que je ne serai pas aimé parce que je vais passer vite, là c'est embêtant parce que du coup, je peux perdre ma vie à la gagner, à courir après plein de trucs, il y a toujours un truc nouveau, machin, enfin, etc. D'accord? Et puis enfin, vous avez le fait effort. Fait effort. C'est l'idée que si les choses sont compliquées, difficiles, etc., alors elles sont mieux. Imaginez que je dise à Thierry, alors, Lucas, lui, il réussit facilement, bon, bah voilà, c'est bien, etc. Par contre, Thierry, c'est vrai qu'il a échoué, mais au moins, lui, il bosse. Lui, il travaille, il s'accroche, etc. Vous voyez ce genre de message? Et bien, dans une famille, un enfant qui aurait très fortement ce type de message pourrait sentir que comme c'est facile pour lui, ça n'a pas de valeur. Par contre, comme il a dépensé beaucoup d'énergie pour obtenir le résultat, alors c'est mieux. Et s'il intègre ça dans sa tête, la croyance qui est derrière, c'est si c'est compliqué, si c'est dur, si on s'acharne, etc., alors c'est mieux. Alors, à la fois, là encore, il y a un côté positif, c'est que c'est quelqu'un qui va être déterminé, il ne va pas lâcher le morceau comme ça, parce que c'est un fait effort. Et on a besoin de fait effort quand on veut accrocher, développer une entreprise, etc. D'accord? On ne veut pas lâcher le morceau. Par contre, parfois, avec un excès de fait effort, ça peut donner quelque chose du genre, on est en réunion, et quand tu vas échouer, tu vois, tu as un problème, tu vas surtout nous expliquer que c'était compliqué en fait. Ah, c'était dur, etc. Et si moi je te vends une prestation en te disant, oui, mais tu vas voir, en fait, on va y arriver assez simplement, tu ne vas pas prendre. Si moi je suis en relation commerciale avec toi et que je sens qu'il y a un fait effort, d'ailleurs je vais le voir, parce que dans l'entreprise tout est compliqué, il y a beaucoup de vieux trucs, enfin, il y a plein d'indicateurs qui vont le montrer. Tu gardes les vieux trucs, les machins. Tu vois, rien que pour aller à ton bureau, c'était un vrai labyrinthe, etc. Et quand je vais arriver, si je sens que tu vas faire des phrases longues, tu passes d'un truc à l'autre, etc., enfin, rien n'est simple. Et si je te dis, moi, je vais vous proposer une stratégie simple pour transformer et optimiser le fonctionnement de votre entreprise, le mot simple, c'est quelque chose que tu as presque en horreur. Alors, ce n'est pas forcément conscient, mais ça n'aura pas de valeur. Si par contre, je te dis, bon, vous savez, les choses ne sont pas si simples. Déjà, c'est comment ça va te plaire. On va y aller étape par étape. Ça va être dur, mais on va y arriver. Ça va te plaire. Si tu es accroché avec ce type de scénario. Tu comprends? Voilà. Enfin, c'est très intéressant de découvrir ces modalités. Oui. Juste, quand on veut être toujours numéro 1, le premier, surtout, c'est quoi? C'est ça? Alors, le numéro 1, je peux l'avoir. Il y a différents leviers qui peuvent jouer. Alors, soit s'il y a un soi fort, tu vois, qui est assez solide, ça, on va trouver ça chez les compétiteurs. Il peut y avoir un dépêche-toi. Il peut aussi y avoir un soi parfait. Tu vois, vraiment, il n'y a rien qui est mis. Bon, en général, quand tu es dans le haut de la panier de la compétition, tu as beaucoup de scénarios qui ont été élevés, en fait. Hein. Voilà. Ça peut être aussi pour le faire plaisir. Je peux tout donner parce que je le fais pour une cause, par exemple. Tu vois. Donc, c'est pour faire plaisir à une cause. Mais en général, la réussite, elle est sous-tendue par un désir. Alors que l'échec, il est sous-tendu par une peur. Tu vois? Tu sens la différence? Donc, si on regarde le mini-scénario, on a comme une boucle qui se répète chaque jour, inlassablement, la manière dont je fais les choses. Et en fonction de la qualité de ce que je vis,
eh bien, Berne nous oriente vers 3 types de scénarios, hein, pour faire simple, qui sont les scénarios gagnants, non gagnants ou perdants. Alors, je vais vous le faire en rouge, en vert et en bleu. Alors, qu'est-ce qui distingue un scénario gagnant, perdant ou non gagnant? Alors, on va commencer par le non gagnant. Hop, c'est une phrase tout droit là. Donc, vous comprenez que le mini-scénario, la façon de faire plaisir, de faire des efforts, d'être fort, de se dépêcher, etc. Ça, c'est le scénario, c'est le style de vie que je vais développer. Mais en fonction de ce qui manage mon comportement, c'est-à-dire est-ce que c'est un comportement d'insécurité ou au contraire c'est le plaisir, si c'est le plaisir, il y a plus de chances que j'aille vers un scénario gagnant, c'est-à-dire un scénario dans lequel, comment définit on va commencer par le gagnant, comment définit Berne le scénario gagnant, c'est que ce que je vis est en phase avec les valeurs qui sont les miennes. Dit autrement, si mon truc c'est d'aller garder les chèvres sur le plateau du Larzac, bah, je suis super heureux, vous voyez. Et j'ai pas forcément une réussite sociale, mais ce que je vis, pour le coup, c'est vraiment en phase avec ce que sont mes valeurs, mes finalités. Pourquoi? Parce que je suis vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, et j'ai développé une espèce de liberté intérieure dans le fait d'exister, d'être présent, d'écouter mes besoins, etc. D'accord? Et c'est avec, en faisant plaisir au monde, mais je me fais plaisir à faire plaisir parce que je fais des fromages, par exemple. J'ai évidemment du soifort qui est capable, mais en même temps, je peux être extrêmement sensible à ce qui se passe. Vous voyez, tous les mini-scénarios peuvent se mettre en avant, sachant qu'en général, on a 2 ou 3 qui sont dominants. Mais ils vont m'aider à réussir. Par exemple, c'est pour faire plaisir que je vais donner le meilleur de moi-même. C'est pour être fort en termes de compétition, et voilà. C'est pour... bon, bref, vous avez compris, je prends en compte le meilleur de moi-même. Dans le non-gagnant, je peux avoir une réussite sociale importante, mais la réalité, c'est que j'ai surtout fait les choses parce qu'on m'avait indiqué que c'était bien de les faire. Dit autrement, j'ai fait des grosses études parce que mon parent était notaire, et donc du coup, je suis devenu notaire. Tu vois. Mais à bien y regarder, je ne suis pas sûr que c'est vraiment la voie que j'aurais prise moi. Je suis devenu médecin, je suis devenu avocat, etc. Alors, je n'ai pas forcément que des gros titres, hein, je peux, quels que soient les métiers. Mais ce qui se passe, c'est que je suis plus mobilisé par le devoir de faire quelque chose que par l'envie de faire quelque chose. Parce qu'on m'a dit que c'était bien. Et donc, du coup, comme c'était facile pour moi, je l'ai fait. Mais la réalité, c'est qu'au fond de moi, je suis bien, j'ai un certain confort, tout ça. Je peux même avoir un très grand confort, mais je me rends compte que ça m'allume pas plus que ça. Ça, c'est un scénario non gagnant. Et puis après, vous avez le scénario perdant. Et là, la particularité, c'est que comme je suis tellement mobilisé par la peur, alors par exemple, la peur de ne pas être aimé, donc je vais faire plaisir à outrance et passer tout mon temps à m'occuper des autres. D'accord? Mais plus du tout de moi. Et à un moment donné, je me suis tellement occupé des autres que je me plains évidemment du fait que je n'ai pas le retour, je me sens vide, du coup j'en veux à tout le monde, et puis je disparais sans même jamais rien demander. Quoi. D'accord? Et je deviens dépendant de la société, c'est ça le critère, je deviens complètement dépendant. Par exemple, j'ai tellement voulu être fort, réussir, etc., qu'à un moment donné, c'est le niveau émotionnel qui a pété, voire le niveau physique. Tu vois, et je finis malade. Hein? Alors je peux finir sans santé, sans amour, sans argent. Enfin, tout ça, c'est les scénarios perdants. Hein. Il y a un bouquin très complexe, si vous vous intéressez, c'est Les scénarios et des hommes. Alors, ce n'est pas le premier bouquin à lire en athée, mais ça s'explique bien tous les types de scénarios. Et on voit comment, eh bien, avec mon système de programmation, d'apprentissage, en fonction du niveau que je suis, eh bien, je vais descendre vers le bas. D'accord? Donc, scénario gagnant, non gagnant ou perdant. D'accord? Alors, la réalité, c'est qu'on n'est jamais complètement sur l'un ou sur l'autre, mais il y en a au bout d'un moment un qui va dominer. Plus vous allez vous écouter sur vos importants, plus vous allez être plutôt dans du scénario gagnant. Parce qu'à force d'écouter ce qui est important, vous allez construire votre vie autour de ça. Si on ne vous a jamais écouté sur ce que vous faites, bah, moins gagnant, vous pouvez avoir une belle vie, c'est super, bon, vous serez plus ou moins stimulé, mais de temps en temps, vous poserez quelques questions, mais vous raccrochez en disant, bon, bah, je vais faire un tour en bateau ce week-end, j'ai essayé de m'occuper. Mais quand vous avez des vides qui vous internent, vous pouvez même avoir un environnement très fort, et là, vous allez avoir des déviants. Pourquoi? Parce que comme vous avez des vides intérieurs, par des sentiments d'habilité, vous allez chercher à vous faire plaisir, et plus vous avez de moyens, plus ça va tomber fort. Hein, par exemple, on a vu énormément d'artistes qui avaient énormément réussi, beaucoup d'argent, etc. Mais en quelques années, parce que plus vous avez de moyens, si vous avez un scénario perdant,
plus vous descendrez vite. Quand vous avez le moyen de vous foutre en l'air parce que vous avez un besoin de stimulation avec de la drogue, avec je ne sais pas quoi, si vous avez beaucoup de moyens, c'est beaucoup plus facile de le faire. Vous comprenez etc. Mais le vide intérieur est toujours le même. D'accord. Donc parfois, il y a certains qui sont sauvés, si je puis dire, de leur truc, parce qu'ils ont fini, je ne sais pas où, en Inde, parce qu'ils sont rentrés, et d'un coup, ils ont rencontré des gens qui les ont reconnectés au sens premier de ce pourquoi ils font les choses. Mais s'ils ne s'accrochent que à l'image qu'ils ont sur les affiches ou sur je ne sais pas quoi, pour vivre, et c'est ça qui est compliqué quand vous êtes très connu. Est-ce que je suis connu pour l'image que je renvoie, ou est-ce que les gens m'aiment pour ce que je suis, ou pour l'artiste qui est en moi? C'est deux choses différentes. Bref, donc voilà, ça c'est le scénario. Alors, pour gérer ce scénario au quotidien, eh bien, nous avons 3 états du moi. C'est souvent d'ailleurs par là, parfois, que l'analyse fractionnelle commence. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 3 états du moi? On représente ça sous des formes de cercles, avec en bas ce qu'on appelle l'enfant, la partie enfant. On va mettre un gros E. Pourquoi? Parce que, en fait, ça correspond à l'enfant qui est encore en moi, qui est au fond la partie émotionnelle. E comme émotionnel. Donc, dans la partie enfant, vous avez tout ce qui est lié au ressenti. D'accord? Qu'il soit plaisant ou déplaisant. Ça marche? Ça, c'est l'enfant. Après, on va diviser cette partie-là. Ensuite, la partie enfant, il y a une deuxième partie qui va arriver. À votre avis, quelle est la deuxième partie qui va se créer tout de suite? Le parent. C'est-à-dire que l'enfant qui joue à la poupée et machin, très vite, qu'est-ce qu'il fait? Il va intégrer en termes de modèle, en fonction de l'environnement dans lequel il grandit, qui sera évidemment différent s'il est au Japon, en Afrique, à Paris ou en Amazonie. Il va intégrer tout un ensemble de référentiels sur 2 niveaux, sur le niveau de la relation et le niveau des règles. Comment faire? D'accord? Et c'est comme ça qu'il va reproduire, notamment la petite fille avec sa poupée, le garçon avec ses jouets, il va reproduire ce qu'il a appris. Et vous aurez bien compris que si la petite fille, elle a compris que sa maman avait beaucoup de fait plaisir, elle sait comment se comporter avec sa poupée, pour être aimée, elle va faire comme maman. Vous comprenez? Donc là, le scénario va s'instaurer à l'intérieur. Donc ça, c'est son parent qui est en train de se forger, on va y revenir après. Et puis au milieu, après, l'enfant, très vite, en grandissant, il va commencer à se poser des questions. Et c'est là que la partie adulte, c'est-à-dire c'est un peu comme un ordinateur, c'est une partie qui est analyse. Dans le parent, on avait tout ce qui est appris. Dans l'enfant, on a tout ce qui est le ressenti. Et au milieu, on a ce qu'on appelle la partie adulte, qui est en fait une partie qui analyse. Par exemple, l'enfant est en train de jouer avec ses jouets. Vous savez, il a une boîte comme ça, et puis il y a une étoile de mer, il y a une croix, il y a je sais pas quoi, une boule. Et il comprend que pour rentrer l'objet dans la boîte, il faut qu'il l'adapte. Voilà. Donc il est en train d'analyser les choses. Et peu à peu, il comprend comment il a intérêt à demander, par exemple, pour obtenir certaines choses, etc. Vous voyez, il a une capacité d'analyse. Ça, c'est l'adulte qui est en train de se mettre en place. Donc, ces 3 fonctions, évidemment, vous les avez. Alors, si on fait un zoom, qu'on regarde un peu plus ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qu'on trouve dans l'enfant? On va commencer par là. Dans l'enfant, il y a 2 parties. Il y a une partie qu'on appelle adaptée. Adaptée à quoi? À l'environnement. Et on va voir de 3 façons différentes. Et puis, il y a une partie qu'on appelle libre. C'est l'enfant libre. Libre de quoi? Il est libre de toute expression. Par exemple, je suis dans ma chambre, petit bout de chou, et j'ai envie de crier, j'ai envie de chanter, j'ai envie de parler fort, j'ai envie de me taire, j'ai envie de je sais pas quoi. Je suis en pleine expression. Au fond, je me fous royalement de l'environnement. D'accord? Donc là, je suis dans mon enfant libre. Et même aujourd'hui adulte, il y a un moment, vous êtes avec vos potes, vous vous éclatez, vous dites des choses. Bon, si vous êtes dans une formation et qu'il y a du monde que vous ne connaissez pas, vous avez une certaine retenue. Mais dès que les gens un peu importants sont partis, bah vous allez vous lâcher un peu plus, si vous êtes avec vos amis. Bah, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que vous donnez plus d'espace à ce moment-là à votre enfant libre. Donc ça veut dire que vous osez exprimer vos ressentis, vos émotions, etc. Bonne ou mauvaise, en fait. Si vous êtes dans l'enfant adapté, ça veut dire que vous allez vous adapter à l'environnement. Donc là, il y a 3 façons de s'adapter. On va parler de l'enfant adapté soumis, S, l'enfant adapté rebelle, et puis l'enfant adapté qu'on dit manipulateur. On va voir que c'est une intelligence. Alors je vais décrire un peu ça. Alors, il faut savoir que dans tous ces états du moi de la partie enfant, il y a du plus, du positif, et parfois il y a de l'excessif. Imaginez que vous êtes complètement dans votre enfant libre, vous venez chez moi, ou moi je vais chez vous, et parce que je suis complètement dans mon enfant libre,
Moi, je me lève, je vais dans le frigo, je me sers. Je vais dire, tiens, Polo, il est à l'aise chez lui, tu vois. Mais au bout d'un moment, vous allez dire, bon, Polo, je ne le veux plus à la maison. Il prend trop d'aise. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris en compte l'environnement, en fait. Enfin, c'est bien d'être libre, mais heureusement que... Voilà. Alors, parfois, il faut boire un peu pour libérer ça. Mais quand on a trop bu, par contre, on est capable de faire des trucs qu'on regrette par la suite. Voilà. Heureusement que nous avons la partie adaptée. Alors, la partie adaptée, je disais trois façons, soumis, rebelle ou manipulateur. Soumis, rebelle, manipulateur. Soumis, on peut l'être soit, encore une fois, de manière excessive ou pas. Par exemple, si Christian est là, c'est le patron. Comme c'est le patron, j'ose pas poser une question. C'est soumis, ça. Je me soumets. Excessif ou pas? Oui. Bah, si j'ose pas. Bah oui, c'est un peu excessif. J'ose pas. Parce que je me dis, si jamais, alors c'est dans ma tête, hein, si jamais je l'ouvre, peut-être il va mal me juger ou il va penser que c'est pas une bonne question. Soumis par définition, c'est oui. négatif, quoi, non? Alors, on pourrait le voir d'abord négatif, mais la réalité, c'est qu'il y a aussi une partie positive. Par exemple, là, pour le coup, il pose une question. Enfin, moi, je voudrais poser une question, mais il n'a pas fini de parler. J'attends qu'il termine de parler, donc je me soumets en quelque sorte à l'environnement, et puis ça, c'est tout à fait adapté. Le feu passe au rouge, je m'arrête. Tu vois, tu as envie de poser une question, moi aussi, mais je t'en prie, vas-y. C'est une soumission, mais positive, tu vois. Par exemple, tu es en train de m'apprendre comment faire des gâteaux, par exemple, je me soumets aux principes qui sont les tiens sur la manière de cuisiner. Pourquoi? Parce que je suis en train d'apprendre. Donc ça, c'est de la soumission positive et intelligente. Par contre, si j'ose pas l'ouvrir ou poser une question parce que c'est le patron, ça, évidemment, c'est limitant. Et puis, parfois, je suis soumis parce que il y a une autorité et je me dis, oula, si jamais je l'ouvre, là, ça va être risqué. Donc, je préfère me calmer. D'accord? L'enfant, par exemple, le père crie fortement. Au bout d'un moment, il se calme. Tu vois, parce qu'on dit, oh, ça suffit. Donc, au début, il est un enfant soumis. C'est donc de l'adaptation à un terrain dangereux. Alors, on va voir que s'il reste trop longtemps dans la soumission négative, qu'est-ce qui va se passer? Comme il est soumis intérieurement, au bout d'un moment, Il va se rebeller. Voilà, c'est comme si je vous dis attendez là. Attendez là. Vous attendez, puis au bout d'un moment, vous dites bon, combien de temps ça va durer? Ça pourquoi? Parce que vous avez votre autre partie qui commence à vivre des frustrations, au fond des règles du jeu qui ne vous conviennent pas, et qui va commencer à se révéler. C'est la petite colère qui va monter, qui va commencer par de l'agacement, de la colère, etc. Et ça peut jusqu'à de l'injustice. Et là, le côté rebelle va se manifester. Donc il est positif, jusqu'à ce stade. Apprendre à dire non, c'est important. Par contre, si quelqu'un vous double dans la foule parce qu'il n'a pas fait très attention, et là vous hurlez en disant « mais c'est pas possible, vous ne me respectez pas, c'est quoi ce machin ?» etc. Là, vous êtes d'accord qu'on est un peu excessif. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer chez une personne le fait qu'elle soit dans une rébellion excessive, à votre avis? C'est que sur d'autres terrains, elle est en soumission négative, où elle a été. Et comme elle a mal vécu le truc, elle a une tendance à réagir très vivement. D'accord? Ce sont des habitudes qui sont créées, et du coup, elle se met en colère pour rien du tout. Donc là, il y aura un excès de rebelle. Vous avez compris? Et après, vous avez le manipulateur, c'est une troisième partie. C'est la partie qui est à la fois intelligente et qui se dit, oulala, vous savez, souvenez-vous, vous étiez ado, maman rentrait à 17h30, et à 17h15, vous sortez l'aspirateur et vous passez l'aspirateur. Dans quelle intention, bien sûr, que maman arrive, qu'elle soit contente. Pourquoi? Parce que vous avez un truc à lui demander. Donc vous avez compris qu'il y avait des moments où c'était important de lui demander, ou quoi faire pour lui demander. Parce que tiens, je vais... voilà. Ok? Ça, c'est le côté intuitif. Et heureusement que l'enfant, il a ça. Il sait exactement comment vous prendre. C'est intuitif. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une intelligence émotionnelle qui sait dire si c'est le moment ou pas. Et les enfants sont particulièrement puissants dans le domaine. Voilà. Donc ça, c'est une partie manipulateur qu'on appelle aussi le petit professeur dans l'enfant. Alors, il est à la fois dans le côté suradapté et en même temps dans le côté libre, parce qu'il y a une double dimension. D'accord? Bon, c'est pour vous donner, pour le moment, les grandes lignes. Mais tout ça, c'était l'enfant. C'est pour vous dire qu'il y a un monde dans la partie enfant. Après, de l'autre côté, il y a le parent qui s'est construit. Donc là, il y avait 2 angles, je vous disais. Il y a un angle qui concerne le lien. On appelle ça le parent nourricier. Nourricier parce qu'il est comme la nourrice. Il va donc préserver tout ce qui est lié au lien, dit autrement à la reconnaissance, la considération, est-ce que tu vas bien? Par exemple, vous arrivez à la maison, je dis tiens, est-ce que ça va, vous n'avez pas trop chaud, pas trop froid, parce que vous avez faim, vous avez... Donc là, c'est le côté un peu nourricier. Je prends en compte ce que vous êtes en train de vivre, ressenti. Ah, t'as l'air triste, qu'est-ce qui se passe, etc. Je suis à l'écoute de vos besoins, d'accord? Parfois excessivement.
Ah, t'es sûr que tu vas y arriver? T'es sûr que ça va bien? Ah, mais reprends un peu de gâteau, regarde, je l'ai fait pour toi, etc. Ça, c'est un excès de nourricier. Donc, l'excès de nourricier, si j'ai peur que tu t'en sors pas, laisse-moi faire, je vais t'aider, t'inquiète pas, etc. Vous comprenez? Ça, c'est parce que moi, je suis dans la peur, en fait, et donc mon parent nourricier va devenir excessif. Mais sinon, la première qualité du parent nourricier, c'est d'être en lien. D'accord? Et de l'autre côté, on a un parent normatif. D'un côté, on a le lien, mais de l'autre côté, on a la loi. La loi, c'est le côté structurant. C'est-à-dire que le parent, t'entends, il faut des règles. Un enfant, il faut des règles, c'est très important. Donc le parent positif, nourricier positif, parent normatif, c'est le lien, parent nourricier. Et de l'autre côté, on a le parent normatif, les normes. Donc lui, c'est plutôt le cadre. Donc un parent, il va dire, bah, tu vois, si tu veux apprendre à mettre la table, c'est comme ça qu'on la met. Tu vois, bah, à cette heure, là, il est 21h, je vais te demander d'éteindre la télé. Ah ben non, je veux pas. Ok, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ah ben oui, j'entends que tu veux pas, et c'est ok, parce que tu aimerais bien que tu restes plus longtemps. Mais tu vois, pour l'heure qu'il est, donc je peux être à l'écoute, ça c'est le nourricier, prendre en compte ce qu'il vit, mais par contre, je suis cadrant. Ben, tu vois, non, là c'est non. Arrête de taper le chat ou tirer la queue du chat. Mais si tu recommences, tu vois, il va y avoir une limite là. Tu vois. Et là, je vais poser un cadre, d'accord? Et un enfant, il a besoin d'aller chercher le cadre. Donc c'est très important d'avoir un cadre. Alors, ce qui est embêtant quand il y a trop de cadres, c'est un cadre qui n'est pas compris. Par exemple, un coup, je vais laisser complètement libre, et puis un coup, je vais être excessivement dans la règle, en tant que parent. Vous comprenez? Et là, c'est très important, c'est très déstructurant, parce que l'enfant, il ne sait plus où il en est. Un coup, on lui dit oui à tout, un coup, on lui dit non à tout. Il vaut mieux, quand vous avez posé une règle, soit vous renégociez, vous expliquez pourquoi on change de règle, mais le pire, c'est de dire non, et puis après dire oui, sans expliquer pourquoi. Parce que du coup, il ne comprend pas pourquoi après on lui dit non. Vous comprenez? Donc les règles sont très importantes parce qu'elles vont déterminer les processus, les lois qui régissent la réussite. D'accord? Donc c'est ce qui va développer de la discipline. Mais un excès de discipline enferme. Vous voyez? Si à chaque fois que vous faites un truc, je vous dis c'est pas bien, etc., c'est pas comme ça qu'on fait, ça va pas. Par contre, si je dis ok, je sens que c'est pas. C'est bien, tu as voulu faire ça, mais regarde comment on peut progresser. Là, on va être plutôt dans la norme, c'est-à-dire on va expliquer à l'enfant comment faire pour avoir tel résultat. D'accord? Donc ça, c'est des règles. Ça va? On a besoin de règles. Ensuite, on avait au milieu l'adulte. Alors, à votre avis, est-ce qu'il y a un positif et un négatif dans l'adulte? Eh bien, en fait, si. Enfin, c'est pas qu'il y a un positif ou un négatif. C'est que, par exemple, si moi, j'ai une animation qui est trop dans l'adulte, je vous explique des faits, machin. Au bout d'un moment, vous allez dire, Polo, parle-nous un peu de nous, parle-nous un peu de tes émotions, machin. Pourquoi? Parce que je suis trop dans l'adulte. Donc il peut y avoir un excès d'adulte, c'est-à-dire que je suis trop dans un mode information. D'accord? Et moi, de temps en temps, j'ai besoin de me lâcher, de me dire à une personne. Là, il n'y a plus d'affect. Oui, il n'y a plus d'affect, en fait. Voilà. Donc l'excès d'adulte, ça veut dire simplement que c'est bien de poser des questions, mais à un moment donné, on n'est pas que là. Imaginez quand vous rentrez à la maison, c'est la différence entre le psychologue qui vous pose des questions pour vous aider à avancer et le conjoint. Même si vous avez des outils, il y a un moment donné, il faut arrêter de poser. Il faut aussi partager ce qu'on ressent. Hein, parce que sinon. Voilà. Donc, sachez que l'adulte, c'est le canal de l'information. Et donc, c'est là où on va soit poser des questions, soit analyser la situation. Alors maintenant, alors, c'est une chose encore. Quand vous verrez des dessins sur l'analyse transactionnelle, vous verrez qu'en fait, sont croisés. Ici, on fait il y a ce qu'on appelle des phases de croisement. Et en fait, ce qu'on appelle des phases de contamination. Alors, ce qu'on appelle la contamination de l'enfant dans l'adulte, c'est ce qu'on appelle une illusion. Et c'est aussi important, il y a une partie positive et une partie négative. Si par exemple, j'ai un problème d'organisation avec Christian, c'est parce que j'ai l'illusion qu'on va trouver une solution. Pour l'instant, on ne l'a pas. Mais j'ai l'illusion que c'est possible, que je vais le faire. Vous comprenez? Donc les illusions, c'est une partie positive. Maintenant, si je crois qu'il va me dire oui sans que même je lui demande, je peux être dans l'illusion, je fais aussi une illusion. C'est-à-dire qu'il y a une confusion entre mon envie, mon sentiment, et la possibilité. Je dis non, mais il n'y a pas de problème, il va me dire oui. Mais t'es sûr qu'il va te dire oui? Il faudrait peut-être vérifier. Non, mais t'inquiète pas, ça va marcher. Attends, je suis content que ça marche, mais est-ce que tu as vu qu'éventuellement ça pourrait pas marcher? J'ai l'illusion que ça va marcher. On dit souvent qu'un gagnant, c'est celui qui sait ce qu'il fait quand ça ne marche pas. Et un perdant, il est tellement dans l'illusion que ça va marcher. Alors c'est bien, c'est important, parce que ça. Mais si à un moment donné, ça marche.
Oui, c'est important qu'il apprenne à rebondir. Bref, ça va? Illusion égale confusion, croisement entre le sentiment, enfin l'enfantin. Et puis on a en haut, ici, un autre croisement qu'on appelle des... alors, dans le parent, c'est par exemple, c'est une espèce de présupposition. Par exemple, je suis un mec, et moi, dans ma famille, les hommes ne font pas la vaisselle. C'est un exemple. Hein. Ils ne font pas la vaisselle. Donc, je ne peux pas faire la vaisselle. Vous voyez? On présuppose que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans mes règles, ça ne s'est jamais fait. Donc, ce n'est pas possible. Comme ça n'a jamais réussi, de toute façon, à l'évidence, ce sera toujours comme ça. Vous voyez, c'est pris comme une information. Mais en fait, c'est une règle implicite qui est définie comme... pour ne pas faire autrement. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle... Alors, en bas, vous avez les illusions, et en haut, vous avez ce qu'on appelle les... C'est une forme de présupposition aussi. Je cherche le mot, mais bon, ça veut dire à peu près la même chose. Ça marche? Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand deux états du moi se rencontrent? Il y a ce qu'on appelle ces fameuses transactions, ces échanges. Ça va? Oui. Je vais toujours? Très bien. C'est tard, hein, je vous pose... Non, mais c'est super intéressant. C'est bon, s'il vous plaît? P-A-E. Alors ça, c'est très intéressant. Moi, ça m'a énormément éclairé dans mes relations. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, avec la PNL et tout ça, le fait d'avoir ces grilles en arrière-plan, ça m'aide énormément dans plein de situations. Alors, je vais vous expliquer en quoi. Quand on a des transactions, c'est les modalités avec lesquelles je vais donc interagir avec mon environnement. On le verra après avec soi-même. Si par exemple, je suis dans l'enfant, d'accord, et que je m'adresse à toi, je vais dire, tiens, est-ce que tu as envie d'aller au ciné? Et toi, tu vas me répondre, ah ouais, c'est une super idée. On voit que c'est l'enfant qui s'exprime. Est-ce que tu as envie? Ah ouais, c'est génial, on y va. Et là, on est dans ce qu'on appelle une transaction parallèle. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème. D'accord? Ça va? Transaction parallèle ou complémentaire. Je pourrais dire aussi, tiens, quelle heure est-il? Tu me réponds, il est 17h. On est en quête d'information, réponse, information. Jusque-là, transaction parallèle ou complémentaire, il n'y a pas de problème. Un parent normatif pourrait dire à un moment donné, ah ben tiens, c'est important que les enfants se couchent à 9h30. Oui, d'ailleurs, moi aussi, on a toujours fait ça à la maison, etc. Donc ils sont d'accord sur les règles. Deux parents nourriciers discutent. L'un dit, ah ben tiens, ils vont rentrer de l'école, on va leur faire un petit gâteau, côté nourricier. Ah oui, tiens, c'est super, je vais aller découper les légumes, ou je sais pas quoi. Enfin non, pas pour les gâteaux, peut-être pas les légumes, mais les pommes, ou je sais pas quoi. D'accord? Mais ce que vous notez, c'est qu'on est en transaction parallèle, et donc il n'y a pas de raison que la communication parte de travers. Maintenant, ça peut aussi marcher comme ça, hein, c'est-à-dire que l'enfant aux parents. L'enfant rentre de l'école, ah maman, j'ai faim, ah ben assis-toi donc là, mon petit bout de chou, je vais te faire un petit goûter. Parent, enfant. Ça peut aussi exister dans l'entreprise. Chef, comment je fais? Ah ben mon petit Bernard, asseyez-vous là, je vais vous expliquer comment ce dossier fonctionne. D'accord? Donc vous voyez, jusque-là, pas de souci. Maintenant, il y a un deuxième type de transaction, c'est quand ça commence à partir de travers. Par exemple, ah là là, j'irais bien voir ce film. Réponse, ah tu vas pas encore me prendre la tête avec tes films bidons là. Là, vous sentez qu'il y a un petit croisement quand même. Un Pourquoi? petit pic. Un petit pic. Les pics et collégramme, tu vois, ça monte en charge. Par exemple, la personne me dit, tiens, quelle heure est-il? Pourquoi tu as faim? Ça, c'est le parent normatif qui répond. Ou dit, le parent normatif pourrait dire à la question, quelle heure est-il? Dis donc, tu pourrais pas avoir ta montre? Vous voyez? Donc là, vous voyez bien qu'on n'a pas répondu à la demande. Donc il y a une transaction croisée. Etc. Ça va pour la transaction croisée? Ensuite, vous avez pire encore. Alors, vous avez aussi ce qu'on appelle la transaction fuyante. Je vous pose une question. Qui en fait, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors ça, c'est une grande question parce que vous savez, quand on y pense, il s'est avéré qu'un certain nombre de personnes... Et voilà, je vous noie dans un truc, mais j'ai surtout pas répondu à votre question. C'est ce qu'on appelle une transaction fuyante. Je vous pose une question, mais vous vous barrez ailleurs et vous ne me répondez pas. Bon, c'est pour vous donner un autre exemple. Après, qu'est-ce qu'on a encore? Oui, les transactions à double fond. Alors celles-là, elles font un peu plus mal, mais elles arrivent malheureusement souvent. C'est-à-dire, je vais dire quelque chose à un niveau social, et soit c'est entendu à un autre niveau, soit c'est volontairement donné à un autre niveau. Alors, pour vous donner un exemple, qui veut jouer avec moi? Thierry. Je vais le faire avec toi. C'est un jeu que je fais. Hein. D'accord?
je mets un numéro, c'est parce que tu vois, c'est pas forcément facile à encaisser. Évidemment, tu as compris, toi, hein, ça a l'air clair. Ouais, les autres? Oui. Donc, vous voyez ce que je fais là? Oui. Je dis, oui, non, mais je vois bien que tu as compris. Mais ça, c'est ce que je montre socialement. Mais le sous-entendu dans ma manière de le dire, c'est, tu n'as rien compris du tout, au fond, tu es un pauvre nul, etc. D'accord? Ça veut dire que je te dis une chose sur un plan, mais il y a un sous-entendu. D'accord? Alors, soit il est volontaire parce que moi-même, je suis juste pas vigilant, ou parce que c'est mon mode de communication, un peu manipulateur, tout ça. Je te dis un truc, mais je sous-entends autre chose. Donc, je ne suis pas dans mon authenticité, mais non-verbalement, je te communique autre chose que ce que je te dis socialement. Soit, je peux aussi te dire une remarque, mais comme toi, tu es dans des jeux psychologiques, dit autrement, tu es dans l'insécurité, tu vas prendre ma transaction comme une attaque. Par exemple, je vais dire, ben non, je ne crois pas à ce que vous dites. Et comme je dis, je ne crois pas à ce que vous dites, toi, à ce moment-là, comme tu attendais de la reconnaissance, parce que tu es, je ne sais pas, mes associés ou quoi que ce soit, tu dis, ah mais attends Polo, pourquoi tu me dis ça à moi, pas devant mes parents, pas devant mes collaborateurs, pas devant mes clients, pas devant mes stagiaires, et là tu as pris ça comme une attaque. Moi par exemple, j'ai des confrères avec moi, avec qui je travaille, on a un très haut niveau de complicité, et parfois ils m'envoient des tuiles fortes, je ne vais pas donner de nom, mais ils se reconnaîtront. Mais c'est vrai que, comme je sais qu'il y a un amour fou entre nous, si vous voulez, l'attaque volontaire, en fait, elle fait rire tout le monde, mais il y a des gens qui viennent me voir après, ils disent, ah, il est gonflé avec toi. Je dis, oui, mais je vois bien que c'est une façon de rigoler. Mais c'est toujours risqué. Hein. Voilà. Donc, moi, je vous invite à être attentif à ce genre de choses. Voilà. Est-ce que ce que je dis socialement correspond vraiment à ce que je vis? Alors, parfois, c'est l'inverse. Hein. Je vous dis, oui, oui, bon, ben d'accord. Enfin, vous sentez bien que, intérieurement, je ne suis pas d'accord. Je dis, bon, allez, oui, on va le faire. Bon, donc, on va voir qu'en fait, la transaction, elle n'est pas authentique. Pourquoi? Parce que non-verbalement, eh bien, comme je ne suis pas en phase avec ça, ben, du coup, j'envoie corporellement une transaction, un échange ou un message qui n'est pas du tout celui que j'envoie verbalement. Donc, on va voir ce qu'on appelle les transactions croisées. Alors, le problème de ces trucs-là, c'est que ça vous entraîne dans des jeux psychologiques. Et on passe au niveau suivant, parce que l'heure tourne. Un jeu psychologique, c'est composé de 3 parties. Ça va? Vous avez encore l'énergie? Très bien. Continue. 3 polarités. Il y a ce qu'on appelle une victime, un persécuteur et un sauveteur. D'accord? C'est comme pour un bon polar à la télévision. Si vous voulez que le film vous accroche, il nous faudra une victime, en général jeune, jolie, sensible, etc. Un persécuteur, qui au fil du film, on se rend compte qu'il est vraiment méchant. Et puis évidemment un super sauveteur, ça peut être un super flic, un super pompier, un super ce que vous voulez, mais il nous faut un héros. Et évidemment, ce qui va vous accrocher, c'est quand le héros est mis en difficulté, parce que le persécuteur vraiment est tordu avec lui, et on se demande toujours comment il va s'en sortir. D'accord? Ça, vous avez besoin de cette stimulation. En fait, on s'aperçoit que les jeux psychologiques sont des sources de stimulation pour les êtres humains. Trêve d'avoir de l'authenticité, on va être dans des jeux psychologiques. Alors, il y a plusieurs niveaux d'intensité dans un jeu psychologique. Il y a un niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Le niveau 1, c'est un jeu psychologique dont vous allez vous sortir par vous-même. Le niveau 2, je vais décrire après chacun d'eux. Le niveau 2, il va falloir que ça pète socialement, c'est-à-dire que ça explose. Donc, on va rentrer dans du conflit socialement exprimé. Dans du niveau 3, la société va s'en mêler. Il va falloir faire appel à un avocat, je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce que le conflit est tellement allé loin que vous êtes en dépendance à l'environnement. Il va falloir que l'environnement vous sorte de là, en gros. Et à niveau 4, ça se termine à la morgue. Sachez une chose, c'est que quand vous rentrez dans un jeu psychologique, il n'y a pas d'autre porte de sortie que la victimisation. Et en fait, la porte d'entrée, c'est la victimisation, et la porte de sortie, c'est la victimisation. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, si on est sur un jeu de niveau 1, qu'est-ce que c'est en exemple? Imaginez que j'avais rendez-vous avec Lucas, qui devait passer me prendre à la gare, à 17h30. Et puis, arrivé à 17h30, pas de Lucas à la gare. Sur le coup, tiens, quand même, il aurait pu au moins m'appeler. Mais là, comme je suis relativement bien dans ma vie, et qu'il n'y a pas trop d'antécédents, je dis, bon,
bah, il n'a pas à m'appeler. S'il ne m'a pas appelé, parce que je l'appelle, je laisse un message, bon, c'est qu'il doit avoir un autre problème. Mais je ne vais pas en faire une affaire personnelle. C'est-à-dire que je ne vais pas rester dans l'idée que de toute façon, il m'en veut. D'accord? Sur le coup, je me dis, il aurait pu quand même me laisser un message. Puis après tout, je me dis, bon, bah, s'il n'est pas là, c'est qu'il y a autre chose qui se passe. Vous comprenez? Alors c'est sûr que si c'est la 3e fois ou la 4e fois qu'il m'oublie, là, comme je me sens, pour le coup, déconsidéré, bah, vous comprenez que je ne vais pas analyser la chose de la même façon. Donc vous aurez compris que mon niveau d'insécurité intérieure est proportionnel au risque de considérer que l'autre m'en veut. D'accord? Donc si quelqu'un se porte en victime dans la vie, il y a plus de chances, voilà, bah, qu'il finisse en victime en fait. Pourquoi? Parce qu'il va considérer que l'environnement le traite mal, très facilement. Et comme, voilà, parfois il va tomber dans le sauveteur. D'accord? Ça c'est la victime numéro 1. Donc victime numéro 1, j'en fais pas une affaire personnelle, pour reprendre un des accords Toltec, voilà. Et du coup, reste pas dans ce côté négatif. D'accord? Sur le coup, ça m'a un peu énervé, mais je me dis, bon, allez, c'est pas une bonne attitude, je sors de là. D'accord? Un jeu numéro 2. Imaginez par exemple que nous sommes en couple, chez belle-maman ou beau-papa, enfin bref, dans la belle famille, et puis le conjoint me dit un truc qui ne me plaît pas. D'accord? Donc moi je prends une attaque à ce moment-là. Et je vis l'autre comme étant mon conjoint ou qui que ce soit. Mais comme on est chez les beaux-parents, je dis rien. Mon conjoint vient de me faire une remarque, ça ne me plaît pas, mais comme on est chez les beaux-parents, je dis rien. Par contre, dès qu'on a repris la voiture, après 2 virages, au fait, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Et là, qu'est-ce qui se passe? Je monte dans mon persécuteur, et parce qu'on a une intimité suffisante, badaboum, je vais, de ma position de victime, enfant d'être soumis, je vais accrocher mon rebelle, je vais monter dans mon normatif, et je vais attaquer. L'autre en face, ah, mais c'est pas ça que j'ai voulu dire, oui, pourquoi tu me parles comme ça, etc. Oui, avec toi c'est toujours la même chose, et puis voilà, vous avez compris, on arrive à la maison, il y en a un qui file dans le jardin, l'autre ailleurs, parce qu'on ne se parle plus. D'accord? Séparation. Ça va? Ça, c'est un jeu de niveau 2. Pourquoi? Parce que socialement, il faut que ça pète. Alors imaginez maintenant, dans l'entreprise, c'est un peu la même chose. On est tous les trois, voilà, par exemple, c'est notre manager, encore une fois, je suis avec Sylvie, et puis, et toi, tu as un très bon rapport avec le manager. D'accord? Donc comme on a un antécédent positif, on en parlait le jour en PNL, du coup tu es plutôt bien, tu ne te sens pas victime, hein, tu es plutôt bien avec lui. Mais moi, comme j'ai eu 2-3 accrochages un peu compliqués, j'ai un, vous voyez, sous la surface de la, voilà, j'ai des petits ancrages négatifs. Donc on est très poli, hein, on se dit bonjour, tout ça, mais quand il a une petite réflexion, je me demande toujours, c'est pas pour moi. Donc, on en est là, il arrive en réunion, toi tu me parles et tout, et puis comme il a les dossiers plein les mains, il dit pas bonjour. Et moi je te dis, tu vois, il n'a rien à faire de nous. Et toi, comme tu as un autre rapport avec lui, tu n'es pas en victime comme moi je le suis, du coup tu interprètes les choses de manière différente, tu es d'accord? Ta croyance est différente. Donc du coup tu expliques, bah non, tu vois. Et puis effectivement, il pose ses dossiers, du coup il vient te dire bonjour, il me dit bonjour, et là tout heureux, tu me dis, ah, tu vois Polo, il est bien, c'est quelqu'un de bien. Et moi, à ce moment-là, je suis capable, parce que je suis en victime, d'expliquer, oui, mais il ne pouvait pas faire autrement. C'est un peu, il s'est mis en sauveteur par rapport à nous. Tu comprends? Tu vois l'idée? Voilà. Donc, on va jouer là-dedans. Imaginez que je suis fatigué le soir après une journée compliquée, je vais vous faire le coup du canapé, je suis mal, donc je me mets en mode popcorn canapé, et qu'est-ce que je fais? Je commence à manger du chocolat, des pop-corn, des pizzas. Bref, je développe des comportements pour me faire du bien tout de suite. Comportements que j'accepterais même pas que mes enfants aient. Pourquoi? Parce que comme je suis mal, j'ai mon sauveteur interne ici qui va se mettre, évidemment, quand je suis mal, il va m'autoriser à faire des choses qu'à d'autres moments je ne ferai pas. Parce qu'à ce moment-là, je suis vide à l'intérieur. Je ne suis pas bien. Je suis vide, donc je me fais du bien immédiatement. Et évidemment que quelques heures plus tard, je me culpabiliserai d'avoir fait ça. La culpabilité, c'est bien un jeu psychologique interne. Du coup, je me dévalorise, tout ça. Alors, je dis plus jamais de chocolat, machin, etc. N'empêche que moi, je me suis envoyé des strokes négatifs, dit autrement des marques d'attention négatives. Donc, mon système préconscient et inconscient, il encaisse. Le lendemain, évidemment, ma journée est compliquée. Alors, si j'avais mangé du chocolat la veille, le lendemain, qu'est-ce que je fais? Je me jette sur les frites. Parce que j'avais dit que... Vous voyez ce que je veux dire? Je vais me faire du bien autrement. Et en général, comme je suis mal,
je vais développer des comportements qui vont me faire du bien à court terme, pour me remplir, pour me faire un peu de bien, que ce soit de fumer, de boire de l'alcool, etc. Et c'est comme ça que je descends ici, dans une non prise en compte de moi-même, en développant des comportements qui vont, à moyen terme et à long terme, aller vers de la dégradation. Alors comment on sort de là? Eh bien, en reconnectant au plaisir. Ce qui veut dire que même si j'ai mangé 5 plaques de chocolat devant ma télé, si je veux faire l'inverse, qu'est-ce qui se passe? Que faut-il que je fasse? Je me reconnecte au plaisir. C'est-à-dire que j'ai un parent nourricier interne qui me dit: attends, Polo, quand tu manges du chocolat, quel vraiment plaisir tu prends. Et là que je me mette à savourer ça. Quand tu fumes une cigarette, est-ce qu'elle te fait vraiment plaisir? Quand tu aides les autres, là, comme ça, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te porte? Ouais, mais justement, moi je l'avais déjà fait, je me suis rendu compte que finalement ça ne me faisait pas plaisir. Et bien donc qu'est-ce que tu as fait? Ah, ben, je l'ai pas mangé. Ben voilà, tu as changé de comportement. Voilà, tu as compris. Pourquoi? Parce que tu remplaces ton parent nourricier négatif par un nourricier positif. Donc c'est un bon nourricier interne qui te dit: mais qu'est-ce qui se passe en fait ici? C'est quoi le vide que tu as? Et au fond, c'est quoi le désir que tu cherches à satisfaire? C'est ce qu'on fait en fait. Tous les outils que vous avez acquis vous permettent de faire cette transition. Accueillir le plaisir, et donc du coup, tu vas te mettre à savourer ce plaisir, et donc à développer des comportements, au lieu de te culpabiliser, développer des comportements, de l'autre côté, qui vont te permettre de grandir. C'est comme ça que tu sors du jeu. Bref, si vous voulez en savoir plus, bah, vous approfondissez les formations, parce que c'est vraiment toutes ces mécaniques-là qu'on... Voilà. Alors, une fois qu'on a compris les jeux psychologiques, alors je me suis arrêté au niveau 2. Si maintenant on passe au niveau 3, on s'est tellement enguirlandé dans l'entreprise ou en couple qu'on n'est plus capable de gérer. Donc qu'est-ce qu'on doit faire appel donc à un médiateur ou un avocat, ou parfois c'est la police qui débarque. Parce qu'on s'est tellement... Voilà. Et c'est là qu'on touche le niveau 3. Le niveau 3, c'est-à-dire que la société va devoir prendre en charge la situation compliquée. Vous avez compris? Voilà. Et si ce n'est pas la société, eh ben je décompense, et au bout d'un moment, je prends une arme et je tue. Ça, c'est le niveau 4. La victime, alors, meurt pour les autres, hein, elle disparaît. Le persécuteur, lui, bah, il devient meurtrier, il prend une arme, il tue. Hein, et le sauveteur, il donne sa vie pour les autres, et voilà, il saute dans le canal pour sauver quelqu'un sans même remarquer qu'il ne pourrait jamais en sortir. Bref, il y a des scénarios comme ça précis qui montrent ça. D'accord? Alors tout ça s'instaure dans un espace, et on va finir avec ça, et les positions de vie. Vous vous souvenez de l'espace de stimulation dont je vous parlais, qui est soit pauvre, soit très intense. La stimulation, c'est la qualité de l'interaction que vous avez avec votre environnement. Le moins élevé, c'est ce qu'on appelle le retrait. Le retrait, c'est-à-dire que soit vous l'avez décidé, soit pas. Vous pouvez être dans un groupe, par exemple, et avoir très très peu d'interaction avec lui. Soit parce que vous êtes dans votre téléphone, auquel cas c'est vous qui mettez votre focus ailleurs, soit parce que vous ne savez pas quoi dire, machin, vous êtes un peu au milieu de carrefour et parlez à personne, par exemple. Donc ça, c'est un retrait. Soit choisi, soit plus ou moins conscient. Après, si quelqu'un rentre dans la pièce qui vous dit bonjour, bah vous lui dites bonjour. Mais c'est tout. Vous allez faire ce qu'on appelle le minimum qui entretient le tissu social, le minimum syndical, qu'on appelle nous des rituels. Ce que vous faites, bonjour, bonsoir, dans l'ascenseur, etc. Mais dès qu'on s'est croisés, on continue. Après, si l'ascenseur est un peu long, vous allez passer dans ce qu'on appelle du passe-temps. Vous allez occuper le temps à échanger. C'est un peu les longs repas de famille, vous savez, vous s'ennuyez un peu. Donc on passe du temps à parler de quoi? De choses et d'autres. Mais on parle en général de choses qui ne sont pas très impliquantes. La météo, le voisin, le je sais pas quoi, etc. Le passe-temps. Et puis, si on monte encore en intensité, on va passer dans ce qu'on appelle l'activité. L'activité, c'est qu'on a un objectif. Alors, il n'y a pas de négatif hein, dans tout ça, c'est juste des niveaux de stimulation qui sont différents. Et si je suis dans le passe-temps, par exemple, on boit un verre ensemble en fin de journée, c'est très léger, il n'y a pas d'objectif. Et puis à un moment donné, l'un ou l'autre me parle, je sais pas, d'une nouvelle application, ou me parle d'un livre, etc. Et là, tout d'un coup, waouh, ça m'accroche. Et là, on se prend un rendez-vous, soit tout de suite, soit après. Et là, on va se voir pour une raison précise. Auquel cas, on est orienté sur un objectif. Et là, on va passer en mode activité. Pourquoi? Parce qu'on est acteur de ce que nous faisons, puisqu'on le fait en fonction d'un objectif poursuivi. Vous êtes d'accord que le niveau d'échange va s'intensifier.
Et à travers ces échanges qu'on a, parce qu'on a travaillé ensemble, parce qu'on a joué au tennis ensemble, parce qu'on s'est parlé, parce qu'on a fait une formation ensemble, bref, alors du coup, on se connaît mieux. Et comme on se connaît mieux, c'est plus facile pour moi, soit de parler, parce que je suis un peu victime dans la vie de mes difficultés, et du coup, comme on se connaît mieux avec Christian, commencer à dire, ouais, t'as vu un tel, ce qu'il a dit, machin, d'entreprise, ou t'as vu un tel, le voisin, ceci, cela. Donc là, on est plutôt en train de casser du sucre. Pourquoi? Parce que comme je ne suis pas très bien, eh bien, j'ai besoin d'être entendu dans le fait que je ne suis pas très bien, et je vais commencer à jouer des jeux psychologiques de niveau 1, 2 ou 3 avec mon environnement. D'accord? Mais vous êtes d'accord que le niveau de stimulation est plus élevé quand vous êtes dans les couloirs en train de dire « Ah, un tel, un tel ». D'accord? Ça, c'est les jeux psychologiques. C'est-à-dire que je suis dans la dévalorisation de moi-même, des autres ou du monde. D'accord? Tout ce qui est plainte et tout ça, c'est de ce niveau-là. Soit on descend dans le niveau le plus élevé de la relation. Alors, tout comme il y avait différents niveaux qu'on a vus ensemble dans les jeux psychologiques, sachez qu'il y a différents niveaux dans le dernier niveau qu'on appelle l'intimité. L'intimité, c'est le niveau le plus élevé d'interaction et c'est celui le plus favorable à la croissance. En dessous de l'activité, il y a que la plainte. Non, c'est pas la plainte, c'est les jeux c'est activité et ensuite jeux psychologiques. Ah, Les jeux psychologiques sont d'un niveau d'intensité d'échange qui est plus élevé que celui que tu as quand tu collabores simplement sur un projet. On peut très bien travailler ensemble depuis des mois, mais parce qu'on est devenus potes, quand les autres ne sont pas là, on va commencer soit à critiquer les autres, soit à se marrer, soit on va avoir un niveau de complicité plus élevé. Soit on sera sur des modes victime, persécuteur, sauveteur, soit on sera directement dans l'intimité. L'intimité, ça veut dire que je ne suis plus en train de parler des autres en bien ou en mal, je suis en train d'écouter ce que je vis, donc je suis connecté à mon ressenti, connecté à son ressenti. Et si à un moment donné, il me dit par exemple « Ah, les autres, le manager », je dis « Attends, qu'est-ce qui se passe pour toi Thierry ?» Frustration, satisfaction. Et à partir de là, qu'est-ce qui te semblerait important et comment, à ton avis, on pourrait jouer la carte pour pouvoir progresser dans ce domaine. Donc dans les niveaux d'intimité, je peux parler bien sûr de ce qui je vis, en positif ou en négatif, mais je ne suis pas là pour casser du dos, pas du sucre sur le dos des autres. Je suis là pour exprimer. Effectivement, je me rends compte, avec telle personne, c'est difficile, mais je ne suis pas là pour la casser, je suis là pour trouver des solutions. Une sorte de synchronisation. Alors la synchronicité, elle va évidemment se faire aussi à ce niveau-là. Enfin, il y a différents paramètres ici qui vont faire un niveau d'intimité. Alors Berne disait que quand un être humain avait connu 2 ou 3 niveaux d'intimité importants dans sa vie, c'était déjà énorme. Bon, je pense que la société a beaucoup évolué et qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus facilement, grâce à des outils, à l'évolution des choses, dans des niveaux d'intimité beaucoup plus élevés qu'avant. D'accord? Mais ça s'apprend d'être là-dedans. Et d'ailleurs, quand vous serez habitué à être dans des niveaux d'intimité, ce qui se passe un peu dans les groupes, parfois de formation, parce qu'on échange beaucoup, on est à l'écoute, il y a de la bienveillance, etc. Et du coup, les gens se disent, mais c'est fou, j'ai l'impression en 3 jours de connaître des gens avec qui j'ai une relation plus élevée, une connexion plus élevée, plus forte qu'avec d'autres avec qui je vis depuis des années. Et quand on est habitué à la qualité de ces échanges et qu'on rentre dans son travail ou parfois à la maison, etc., et qu'on retrouve des trucs, ah, il est nul, machin, etc., c'est vite saoulant. Hein. Oui ou non? Oui. Même, ça devient un peu insupportable. Parce qu'on a du mal à rentrer de nouveau dans les modalités de comportement, victime, persécuteur, tout ça. Vous comprenez? Oui. Voilà, donc ça c'est intimité. Et pour finir, et après on stop, on a ce qu'on appelle les positions de vie. D'accord? Alors je vais d'abord les faire en mode développement de l'autonomie. Et puis après je vous les ferai en mode conversationnel, parce qu'on va voir que ça peut changer très vite. On estime qu'un petit bout de chou, quand il est dans le ventre de sa mère, il est fondamentalement dans une relation positive, plus. Pourquoi? Parce qu'il se sent la possibilité d'exprimer absolument tout ce qu'il veut et il fait une confiance totale à son environnement. Et en athée, on appelle ça le petit prince ou la petite princesse qui est au fin fond de nous, qui est inconditionnellement positive. D'accord? Avec soi-même, avec l'environnement. Et le petit bout de chou à la naissance, qu'est-ce qui va se passer? Il vit évidemment des traumatismes très importants. Vous savez que vous ne pourriez pas supporter le traumatisme que vit un enfant quand il est naissant. Et à ce moment-là, il va se retrouver en moins par rapport à son environnement qui est en plus. Et là, il va découvrir comme émotion fondamentale, il y en a bien d'autres, mais la fondamentale, c'est la peur. La peur de mourir, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être choyé, la peur de ne pas être nourri, la peur de je ne sais pas quoi. Ou, alors, soit il est dépendant, c'est-à-dire en moins plus, parce qu'il a besoin de sa maman, soit il est parfois aussi en moins plus, parce qu'il y a une autorité en face. D'accord? Ça peut être soit une autorité
nourricière, soit une autorité normative. D'accord? Mais lui, il est en moins. Donc il découvre la position de dépendance, de peur, de sentiment de ne pas y arriver, etc. Et puis dans sa croissance, très vite, vers 15 mois, 18 mois, il va commencer naturellement à développer une rébellion. Vous avez remarqué ça? Il va commencer à dire non à tout. Et ça va se reproduire à peu près tous les 7 ans. Pourquoi? Parce que neurologiquement, enfin, qu'est-ce qui se passe? Il est toujours en moins, d'accord? Mais il veut plus de l'environnement. Vous voyez? Là, j'étais en moins et l'environnement était en plus. Voilà. Mais là, je suis en moins et je veux plus que maman m'aide. Donc, je veux faire mes lacets tout seul, je veux manger tout seul. Pourquoi? Parce qu'il y a une aspiration biologique à prendre sa place. D'accord? Donc, il dit non à tout et il suffit simplement de lui demander un truc pour lui dire non. Pourquoi? Parce que le non est une façon pour lui de sortir de cette dépendance. On parle de la phase de contre-dépendance. Et c'est une phase qui est importante, si elle n'est pas trop excessive, parce qu'elle va lui permettre d'aller en phase 3, c'est-à-dire de prendre son indépendance et de passer en plus, et du coup d'être dans une relation où moi tout seul, et je vais te montrer que je vis tout seul. D'accord? Et c'est un peu la phase d'adolescence, hein, pour être en gros, c'est moi je veux gagner, je veux te prouver que je m'en sors tout seul, et même si je quitte la maison qui est quand même relativement confortable, je préfère aller vivre dans la rue, mais au moins je suis autonome et je serai plus heureux. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est une phase où je prends ma liberté. Je vous emmerde un peu, quoi, en gros. D'accord? Mais dans cette phase-là, ce qui est important, c'est que j'exprime, que je vive, que j'éprouve la capacité à m'en sortir tout seul. Et c'est parce que je vais consolider cette capacité que je vais donc être indépendant. J'étais dépendant, puis contre-dépendant, puis enfin indépendant, que je vais pouvoir ensuite devenir interdépendant. Interdépendant, c'est aller retrouver une autre cellule autonome et grâce à cette cellule, collaborer pour aller plus loin, que ce soit dans un couple, dans une collaboration professionnelle, ce que vous voulez. D'accord? Ça marche? Je vous fais les grandes étapes. Hein. Voilà. Donc ça, c'est les 4 premiers niveaux d'autonomie. D'accord? Vincent Lennart, qui est un des grands pontes de l'analyse transactionnelle, a développé 2 autres niveaux. On appelle le niveau d'appartenance à une idée, à une philosophie, et après le niveau de reliance. Mais là, on rentre dans des dimensions plus spirituelles. D'accord? Si maintenant on revient sur les positions de vie, on va voir sur un plan émotionnel. Quand nous sommes dans des jeux psychologiques, vous aurez compris qu'on est dans des versions. Là, je suis en moins. D'accord? Donc, je suis en moins ici. Alors, ça peut être un plus excessif, c'est-à-dire qu'il m'enferme, il m'empêche de sortir, il m'a interdit des trucs, je suis malheureux, parce que je découvre ce que c'est que respecter la loi, hein, à la maison. Donc, je suis puni, par exemple. Ou, heureusement que maman est là, ou que papa est là, parce que sinon, sans lui, je ne sais pas ce que je deviendrai. D'accord? Donc ça, c'est le moins plus, c'est la dépendance. Ça marche? Donc, je suis en position de peur. Là, de temps en temps, je vais réagir en colère, je passe en plus-moins. Donc, je suis en persécuteur, là, pour le coup. Très vite. Donc, de persécuteur à sauveteur. Et en général, quand on se balade là-dedans, on finit là. C'est le conflit. Par exemple, non, c'est toi, mais si c'est... Ok? Par exemple, jeu psychologique. Hein. Comme tu es très sympa, je suis le patron, je t'aimerais, tiens, est-ce que tu peux prendre les billets? On se retrouve à la gare demain, tu me dis ok, il n'y a pas de problème pour l'eau. Et puis comme tu es très sympa, tu dis oui à plein de choses. Et puis le lendemain, moi j'arrive à la gare, tu vois, et puis toi tu n'es toujours pas là, et puis toi tu es en train de courir, parce que tu t'es occupé de plein de trucs, donc tu es en précipitation. Et puis évidemment, quand tu arrives au parking, il y a quelqu'un qui va prendre la place, donc tu peux, enfin bref, tu vois, tu arrives à la queue, quelqu'un se passe devant, mais tu n'oses rien dire. Puis au bout d'un moment, enfin, tu arrives à avoir le billet. Donc tu arrives avec un état de stress, et à ce moment-là, comme tu es en stress, à cause de qui tu es en stress? De moi. Donc tu es en moins plus. Et comme tu arrives en moins plus sur le quai, tu vois, moi j'arrive avec un énorme réveil, je te dis, t'as vu l'heure? Toi, c'est la goutte qui veut d'abord. Et là, qu'est-ce que tu fais? Comme tu n'es pas reconnu à ce moment-là, tu te dis, ah, puis tu n'avais qu'à prendre les billets, pourquoi c'est toujours moi, etc. Puis moi, je dis, attends, tu n'avais qu'à me le demander. Oui, c'est toujours pareil. Et on est parti au conflit. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être entendu dans nos frustrations. Mais comme à aucun moment on s'écoute sur les frustrations, du coup je te les justifie en tant que gueulard. Et ça peut aller très loin, si je peux aller même jusqu'à te mettre une baffe et te dire, écoute, c'est de ta faute si tu en as pris une. Non mais ça va loin. Hein. Bon, si on voulait sortir du conflit, alors évidemment Thierry arrive, tu vois, un grand seigneur, parce qu'on finit par monter dans le train quand même. Et puis il nous dit, bon, arrêtez de vous bagarrer, c'est pas grave. Et nous on est capable de se retourner contre lui.
On dit, oh toi, de toute façon, tu es toujours là pour... hein. Et en fait, pourquoi? Parce qu'à aucun moment, on a été écouté sur nos frustrations. Si Lucas, qui se formait à l'écoute active, nous voit arriver et dit, attends, Paul, qu'est-ce qui se passe là pour toi? Oui, elle m'énerve, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es en colère? En fait, c'est quoi ton truc? Tu aurais juste besoin qu'il te passe un petit coup de fil et qu'un autre te demandait si oui ou non tu pouvais prendre toi-même le billet, c'est ça qui se passe. Oui, d'accord, t'as raison, mais tu comprends, elle me prend la tête. Oui, mais enfin, elle te prend la tête, à ton avis, qu'est-ce qui se passe en fait? Et puis après, elle va t'écouter toi. Elle va dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, mon patron, il m'aime pas. Donc il va écouter, et puis quand tu auras écouté, il va dire, au fond, c'est quoi qui est important? Et puis, ou alors moi-même, je sors du jeu, en venant vers toi, et je dis, écoute, Sonia, je suis vraiment désolé, je n'ai pas eu du tout le comportement qu'il a fallu, je suis vraiment touché, je ne pensais pas te blesser, j'en suis vraiment désolé. Qu'est-ce que je peux faire, quoi, tu vois? Et là, cette reconnaissance-là, dire, bon, mais écoute, c'est pas grave, Polo, bon, mais il ne faut pas que ça se reproduise trop, tu vois, c'est tout. C'est okay. Et là, on se remet d'accord. Alors parfois, ce qui va nous aider à nous remettre d'accord, c'est un problème environnant. Parce que pendant le train, on ne s'est pas parlé. Toi, tu es parti au bar, moi, je suis parti au truc, parce qu'on s'est engueulé. Puis tout d'un coup, il y a grève des trains. On est planté au milieu de je ne sais pas où. Et ça va presque nous faire du bien tous les deux, parce qu'on a au moins un sujet qui va pouvoir nous rassembler. Tu vois? Parce qu'au fond, dans notre humanité, on souffre de cette séparation. Mais on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire parce qu'on n'a pas appris. C'est là où le développement personnel, pour moi, en ce qui me concerne, m'a transformé la vie. Parce que moi, quand j'étais dans des conflits, je ne savais pas comment faire, donc qu'est-ce que je faisais? Je me mettais dans la fuite. Et comme je savais me blinder, je dis, bon, bah, c'est pas grave, c'est tombé, on attendrait que ça passe. Mais j'étais embêté, parce que je voyais bien que ça ne passait pas. Vous comprenez? Bref, c'est vraiment puissant, tous ces trucs. Voilà ce que c'est que l'analyse fractionnelle. Alors rapidement, on aura vu les marques d'attention, positives et négatives, conditionnelles et inconditionnelles, qui influencent le mini-scénario, la forme avec laquelle je fais les choses, qui va conditionner notre scénario, gagnant, non gagnant ou perdant. Pour œuvrer dans mon scénario, on aura vu les états du moi, partie enfant, parent, adulte, avec les sous-ensembles, des transactions, parallèles ou complémentaires, croisées à double fond ou fuyantes. Quand ça part de travers, évidemment, ça crée de la frustration d'un côté ou de l'autre. On rentre dans les jeux psychologiques, de niveau 1, niveau 2, niveau 3 ou niveau 4. Pour s'en sortir, c'est intéressant de voir que dans notre aspiration à communiquer, il y a un niveau plus élevé que le jeu psychologique en termes d'intensité de relation, c'est le niveau d'intimité. Et pour aller chercher ce niveau d'intimité, il faut apprendre à s'écouter, être en considération avec soi-même, avec l'autre. C'est grâce à ça, notamment dans les positions de vie, qu'on peut découvrir justement comment s'ouvrir, sortir de ces peurs, sortir de ces phénomènes de défense pour se remettre justement à l'écoute. Parce que la base de tout, c'est l'amour. La faculté à s'écouter, à se reconnaître et à aimer l'autre. C'est ça qui va être la source première de toute sortie de problématiques. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'évolution sans communication, que c'est vraiment l'intensité et la qualité de la relation qui va nous permettre le plus de réussir ensemble. Voilà mes amis, ça vous a plu? Oui, merci. Et donc on vous salue, si vous êtes encore là, il est tard. Et maintenant pensez à autre chose, hein, parce que Facebook c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Je coupe. Fin de l'histoire. Comment on coupe? Ah, je sais pas comment on coupe.